On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. J'avais un doux rêve qui était de devenir réalisateur à un moment, de faire la Fémis, de faire du cinéma ou de la pub. J'avais un cousin de mon père qui était là-dedans, je trouvais ça génial, assez fascinant. Donc j'ai toujours été un peu traîné, regardé là-dedans ce qui se passait. Et il se trouve que là-dessus, mes parents qui étaient assez cool m'ont dit, écoute, tu sais, t'hésites entre ça et faire du business, du commerce, fais cette école de commerce, puis après, si tu veux aller plus loin, tu feras je me suis un peu fait corneriser, et puis tu feras du cinéma ou autre chose. Et du coup, je suis parti dans le commerce, puis à la fin, t'arrives à la fin de ton truc, t'as fini tes études, plus ou moins, te rebalancer sur une autre école et te lancer. Je l'ai pas fait, donc du coup je suis parti directement dans le média, mais j'ai toujours été très attiré par les médias, qui est une manière de concilier un peu les deux. Exactement. En tout cas un peu tout à fait. Et en revanche j'ai toujours été autour, mais jamais au cœur du réacteur. C'est-à-dire, j'ai jamais été dans la production, dans la réalisation, dans toutes ces choses-là, jusqu'au podcast. En gros, et ça, je t'avoue que c'était une forme de frustration. C'est-à-dire qu'au tout début, alors, ça m'a appris plein de choses, dont on viendra après, sur Orso, qui me servent au quotidien, je crois, on peut en parler, mais tu vois, c'est de faire du business autour des médias, de comprendre comment tout se monétise, comment tout s'agrège, parce que dans mes tout premiers jobs, j'ai littéralement, avec les équipes de Suédois avec lesquels j'étais, monté Métro en France à 21 ans. J'étais un stagiaire de base, tu vois, mais il me donnait plein de responsabilités sur la distribution, la diffusion, les contrats, les recrutements, et ensuite j'étais sur le business. Donc en France, comment tu monétises, comment tu vends de la publicité sur un quotidien, ensuite comment tu vends de la publicité au niveau mondial, à Nissan, à Kia, à je sais pas qui, j'allais dans toute l'Europe pour leur faire des deals sur plusieurs pays, et j'étais pas dans la production de contenu. Donc mon apprentissage, j'ai fait vraiment toujours tout autour, et ensuite ma première start-up que j'ai montée en 2005, qui s'appelle Citizenside, était sur la fourniture de contenu. Je recevais des contenus amateurs et je les revendais à la presse et aux médias, mais j'ai jamais été celui qui choisissait ce que tu mettais dans un média, tu vois. Et t'as jamais voulu, même à titre amateur ou pour t'amuser, je sais pas, filmer des choses et les monter, prendre des photos, les retoucher, créer, produire, même si ça reste que entre toi et toi, tu vois. Si. Mais c'est une manière, en tout cas, de mettre un peu le pied à l'étrier et de s'amuser. Écoute, si, tout à fait. Tout l'argent que j'ai eu très jeune, c'est toujours parti dans des caméras, des mini DV, des DV, dans des Mac pour commencer à monter, etc. Dans des appareils photo ensuite. Mon premier, c'était un Sony Alpha 100, c'était de la balle à l'époque. Puis après, je suis repassé sur Canon, et puis maintenant, on est tous passés ici chez Sony, tu vois. Et j'ai toujours kiffé ces choses-là. À fond, je ne l'ai jamais poussé très 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 loin parce que je n'avais pas forcément le temps. J'ai été assez jeune entrepreneur à 25 ans, donc assez vite j'ai plus eu le temps de me faire ça. Mais j'ai toujours kiffé. Et tu montais des choses à titre personnel ou tu t'essayais à d'autres formats? Non, j'ai fait que du perso. Après, en photo, je l'ai poussé un peu plus loin. Je suis allé me former plusieurs fois. Ce qui est hyper intéressant aussi, d'ailleurs, parce que te former à l'image, quand après tu veux faire de la vidéo, on part d'un directeur photo dans un film, etc., mais voir un peu la lumière, savoir gérer ce que c'est que des ISO, de l'ouverture, des choses comme ça, c'est pas mal. Donc je l'ai poussé assez loin en photo. J'ai pas vendu de photos, mais j'ai quelques personnes qui ont des photos de moi chez eux qui sont belles et qui sont très bien imprimées en très grand, etc. Et puis ça, du coup, je suis un peu passé à autre chose avec le podcast parce que ça a été mais pendant 10 ans, la photo était vraiment une de mes passions très fortes. Ok. On fait un petit bond jusqu'à peut-être la création de Cosa Vostra. Quelle année? 2013, toute fin 2013. 2013, avec tes associés, donc Laurent Kretz, François Desfossés, Pierre Stéphanie, ton frère.
Comment tu les as connus? Alors, Pierre. Pierre est Voilà. depuis longtemps. Il est plus évident. âgé que moi, donc je l'ai toujours connu, lui, Ouais. pour le coup. Et François, il se trouve que pour la petite histoire, il m'a fait travailler à un moment en tant que consultant pour Ok. une de sa boîte qu'il avait à l'époque. On s'est bien entendu. Quelques mois après, je l'ai moi-même fait travailler en tant que consultant pour une de mes boîtes et un de mes clients. Et ça s'est hyper bien passé, toujours dans la presse et les médias. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, lui a toujours eu. Il avait fait Adobe, Apple, il a fait plein de belles boîtes avant. Et donc on cartonnait ensemble. Et mon frère, qui était dans l'informatique depuis toujours, Pierre, à un moment, il était entre deux jobs. Et en fait, avec François, Pierre, puis Laurent, qui est arrivé quelques mois ensuite, il se trouve qu'on faisait des petits projets ensemble. On bossait pour des clients, certains très beaux clients, on bossait pour Libération, on bossait pour Eurosport, on bossait pour Harvard et la Nieman Foundation for Journalism. Ouais. Tu vois, pas mal de médias toujours. C'était toujours mon univers. Et puis, il se trouve que un jour, on s'est regardé, je leur ai dit, écoutez les gars, moi j'avais une boîte à l'époque, je leur ai dit, j'ai cette boîte, mon rêve était de devenir un nomade digital. J'avais à peu près atteint ce rêve, mais en fait je me suis rendu compte quand j'ai atteint ce rêve que je m'ennuyais seul, que je ne suis pas un solitaire, et que j'avais envie de revenir en équipe. Je leur ai dit, venez, on fait ce truc-là ensemble, et puis on l'a fait. Nomade digital, c'est-à-dire que tu te déplaçais partout Mais je me déplaçais assez peu parce que j'étais déjà marié, j'étais déjà avec ma femme et que Lucie était à Paris, donc du coup j'avais pas forcément. Mais ça m'arrivait quand même d'aller, à l'étranger ou de partir et de bosser de loin. Alors j'avais aussi le mauvais côté, c'est que du coup je bossais en vacances, hein, ça c'est clair. Mais j'ai toujours été entrepreneur, à part les 3 premières années de ma vie professionnelle. Et ça fait partie du deal, tu vois, et ça me dérange pas outre mesure. Et voilà, donc j'ai pas réussi dans le sens où je suis parti faire le monde entier. J'ai réussi dans le sens où j'avais juste mon ordi portable et mon téléphone et je faisais ce que je voulais quand je voulais. Je pouvais être chez moi, je pouvais être ailleurs. Et je trouvais ça assez cool.